Tentative de réintégration pour Bitcoin, grosse news d'Apple, rapport NFP cet après-midi. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisque vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à dire, à voir et à travailler ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à nous rejoindre dans le serveur Discord et je vous rappelle que notre tout premier e-book totalement gratuit est toujours disponible, vous avez le lien en description pour le télécharger. Allez, c'est parti, on va commencer comme tous les jours avec un premier petit point sur les actus du jour, justement, avec des petites actualités assez sympas. Sur cette fin de semaine, à commencer par BNP Paribas, donc la plus grosse banque française et la plus grosse banque de la zone euro, qui a annoncé avoir investi dans Bitcoin. Alors, spoiler, non, ils n'ont pas acheté du Bitcoin directement on-chain avec un wallet décentralisé. Ils sont évidemment passés par l'ETF Spot Bitcoin, justement, émis par BlackRock. Alors, la BNP a investi un montant d'environ 41 000 $, donc ce qui est vraiment pas énorme, hein, c'est même pas l'équivalent d'un Bitcoin actuellement, étant donné que le cours est aux alentours des 59 000 $. Donc voilà, news plutôt bullish, j'ai envie de dire. Ça pourrait permettre justement à d'autres banques françaises et européennes d'emprunter le pas à la BNP et de changer un petit peu d'avis sur l'investissement dans les cryptos et notamment sur Bitcoin. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors la deuxième actualité, elle va nous faire rentrer dans une petite partie microéconomie puisque la deuxième actualité, elle concerne tout simplement la publication des résultats de Coinbase qui a été effectué hier. Très très bon résultat pour Coinbase qui publie des revenus de 1,6 milliard de dollars sur le premier trimestre 2024 contre des estimations qui attendaient plutôt 1,3 milliard de dollars. Donc ce sont des très bons résultats. Ça montre que l'écosystème crypto se porte bien en ce moment. Quand on a des gros acteurs comme ça, comme Coinbase, qui sont solides, qui publient des bons résultats, évidemment c'est quelque chose d'encourageant. Même si effectivement on pouvait un petit peu s'y attendre étant donné que Coinbase, c'est eux qui back up les ETF. Alors Coinbase n'ont pas été les seuls hier à publier des résultats, on a eu aussi Apple. Alors là par contre Apple ça a été un petit peu différent, ils ont publié des résultats un petit peu moins bons qu'attendus, d'accord, mais il y a eu une grosse annonce qui a été faite par Apple puisqu'ils ont annoncé la mise en place d'un programme de rachat d'actions de 110 milliards de dollars, c'est absolument énorme. Alors est-ce que cette décision, est-ce que cette annonce, elle n'est pas un petit peu balancée à ce moment-là pour masquer, pour compenser un petit peu les résultats en baisse? Peut-être qu'il y a aussi de vraies raisons économique et stratégique derrière ce programme de rachat. Là aussi, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Troisième petite actualité, cette fois-ci qui concerne directement la France et tout particulièrement la fiscalité, puisque Bercy et la Direction Générale des Finances Publiques a décidé de serrer la vis, d'accord, de sévir un petit peu et d'intensifier les vérifications concernant les déclarations crypto. En effet, selon le ministre des Comptes Publics, actuellement il y a à peu près 5 millions d'utilisateurs crypto en France contre seulement 150 000 déclarations qui sont effectuées. Donc il y a quand même un gros décalage et forcément ça plaît pas au fisc, ça plaît pas au ministère des comptes publics et donc il prévoit de sévir un petit peu et d'intensifier les vérifications. Raison de plus pour vous de bien faire justement vos déclarations et de ne rien oublier. C'est la raison pour laquelle on vous avait partagé d'ailleurs pas mal de contenu dernièrement sur notre chaîne YouTube mais aussi dans le serveur Discord pour vous expliquer un petit peu les choses à savoir et comment bien réussir sa déclaration. Et puis on termine avec une dernière petite actualité. Enfin non, c'est pas vraiment la dernière, c'est l'avant-dernière plus exactement, concernant le projet Ultra. Donc c'est un projet que moi personnellement j'apprécie énormément, le projet Ultra. Donc dans le secteur du gaming avec son token UOS, Ultra qui a annoncé lancer enfin sa propre technologie blockchain et NFT. C'est une très bonne nouvelle parce que ça va vraiment permettre de simplifier la création d'applications sur la plateforme et donc d'attirer encore et toujours plus d'utilisateurs. Le token UOS sera donc à surveiller selon moi dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, sachant que voilà, pour moi c'est quand même un projet qui est très intéressant et qui a beaucoup de potentiel. Attention quand je vous dis ça, bien évidemment ce n'est pas un conseil
en investissement. Et puis on termine donc avec cette fois-ci la vraie actualité de cette fin de semaine. Alors c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, elle concerne cette news, les ETF. Et oui, aujourd'hui, enfin sur cette fin de semaine, on est sur 7 jours consécutifs de sortie nette sur les ETF spot Bitcoin. Ce n'était pas arrivé depuis le lancement des ETF. Donc là effectivement voilà, il n'y a plus du tout d'entrée sur les ETF, il y a même des sorties. Alors c'est plutôt logique hein, en soi, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais elle n'est pas catastrophique non plus, et en même temps elle était relativement attendue. Maintenant évidemment ce qu'on espère c'est qu'il y ait 2 nouvelles entrées qui soient effectuées lorsque le Bitcoin repassera par exemple au-dessus des 65 000 $. Évidemment, on restera aussi attentif à l'arrivée donc des ETF asiatiques qui d'ailleurs ont un lancement un petit peu plus compliqué que prévu, un petit peu moins bon que ce qui avait été prévu, que ce qui était attendu par les analystes et ce qui avait prévu les estimations. Mais ça peut très très bien changer assez vite dans les prochaines semaines si on est amené à voir le cours du Bitcoin repartir à la hausse. Et puis ça me permet de faire une transition parfaite justement avec Bitcoin qui tente ce matin de réintégrer la structure des 59 000 $. Donc je vous l'avais expliqué, il y avait 2 scénarios possibles. Soit on venait faire un retest bearish de cette structure là et ensuite on pouvait s'attendre à une cascade de liquidation qui allait nous ramener entre 50 et 53 000 $. Soit on va être capable de réintégrer la structure des 59 000 $, auquel cas il faudra s'attendre à un retour rapide selon moi vers les 68 500, 69 000 $. Pour le moment, Bitcoin semble être en capacité de réintégrer cette structure, mais attention, c'est pas encore totalement gagné. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les indicateurs qui, moi, me font dire que effectivement, on peut envisager une réintégration, et les indicateurs qui me font dire que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que prévu. Maintenant, pour être totalement transparent avec vous, autant hier, j'étais quand même plus partisan d'un retour vers les 50-53 000 $, autant là je commence un petit peu à me dire que finalement le bottom est peut-être in. Maintenant on n'a pas encore suffisamment de confirmation pour affirmer cela, donc il faut rester évidemment prudent et particulièrement patient. Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que du côté des data d'order flow, on observe que les funding rates actuellement sont totalement dans le rouge, d'accord? Ce qui indique qu'il y a beaucoup plus de positions short qui sont ouvertes sur le marché, ce qui pourrait entraîner un short squeeze justement et permettre au Bitcoin une réintégration de la structure précédente. Là, c'est donc plutôt un indicateur haussier. Un autre indicateur qui est haussier sur cette fin de semaine, c'est lorsqu'on regarde justement l'open interest, donc on est toujours dans les data d'order flow, on se rend compte qu'aujourd'hui, le max pen price est à 61 000 $. On sait qu'en général, sur les fins de semaine, le prix a tendance à se rapprocher de ce prix de douleur maximale. Et donc là, on a un prix qui est au-dessus, ce qui pourrait justement attirer un petit peu le cours du Bitcoin à la hausse. Et puis après, les autres éléments, évidemment, ils sont purement price action, ils sont purement techniques en fait. Pour annoncer une potentielle réintégration. Il y a un dernier élément qui est macroéconomique, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est le rapport NFP cet après-midi. Si les estimations, je vous expliquerai, sont conformes, ça peut amener un bon coup de pouce à Bitcoin si vous voulez. Ça peut lui donner vraiment une belle impulsion haussière. Je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure. Maintenant, il y a quelques petits indicateurs qui sont un petit peu moins rassurants, notamment si on regarde le cours de BTC à plus court terme. Mais ça, je vous l'avais expliqué dès mercredi soir en vous disant, les gars, attention, oui, alors certains voyaient une espèce de double bottom en préparation. Effectivement, on pouvait considérer que là, il y en avait un, mais c'est annulé. Le problème, c'est que quand on crée un double bottom comme ça sur du court terme, en fait, on recrée une zone de liquidité. On laisse un lot qui n'est pas défendu et donc une zone qui va être potentiellement récupérée par le prix. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on observe particulièrement bien si on regarde l'order book. Il y a toujours autant d'ordres à revenir chercher plus bas. Et ça peut être un élément problématique qui pourrait obliger Bitcoin, dans un premier temps, à revenir sur les 56 500 $ avant de repartir à la hausse. Donc vous le voyez, il y a quand même quelques contre-indications, quelques incertitudes, quelques points d'interrogation sur la situation de Bitcoin actuellement, ce qui rend la lecture un petit peu compliquée. Et donc, ce qui nous oblige à être particulièrement prudent sur cette fin de semaine. C'est très très important les amis, sans oublier qu'encore une fois, on va avoir un catalyseur macroéconomique cet après-midi qui va peut-être et très certainement amener de la volatilité. Voilà pour Bitcoin. Pour parler un petit peu d'Ether, ce matin, bon, on est sensiblement dans la même situation. En 4 heures, pour moi, l'objectif est toujours
de revenir chercher les 2700 $. Mais attention, si on a une réintégration de Bitcoin, alors je pense qu'il faudra tout simplement oublier cette target, clôturer notre position à la vente et viser plutôt un retour dans un premier temps vers les 3300 $. Là sur Ether, on est un petit peu plus en stand-by, en observation. On va d'abord attendre de voir comment Bitcoin va se comporter pour ensuite prendre une position et une décision surtout sur Ethereum, puisque actuellement on est déjà en position. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un trade qu'on a déjà sécurisé avec une prise de profit partielle et un SL qui a été remonté à BE, donc pas de panique. Mais voilà, on va rester quand même vigilant vis-à-vis de la situation actuelle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto aujourd'hui les amis. On va désormais donc pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Et pour cela, on va commencer par parler du dollar américain, le DXY, qui va être l'élément central de cette journée les amis. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque cet après-midi va être publié le rapport NFP. Le rapport NFP, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le rapport économique sur le secteur de l'emploi aux États-Unis le plus important. On va retrouver au sein de ce rapport les données sur le salaire horaire moyen, sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole et sur le taux de chômage. Alors, actuellement, les estimations annoncent un salaire horaire moyen qui se stabiliserait au 0,3%, un taux de chômage qui lui aussi, se stabiliserait au 3,8%. Par contre, on observerait des chiffres de création d'emplois dans le secteur agricole en baisse et en baisse significative à 238 000 au lieu de 333 000 précédemment. Si ces estimations sont conformes, sont validées, alors on peut potentiellement s'attendre à une respiration un petit peu plus profonde du dollar qui viendrait probablement combler cette zone de FVG. Bah oui, parce que ce seraient des données plutôt déflationnistes. On aurait de moins en moins d'Américains qui auraient un bon salaire, qui auraient un pouvoir d'achat en hausse, sans oublier aussi les chiffres du début de semaine qu'il faut mettre en lien avec ce rapport NFP qui nous montrait que les Américains avaient de moins en moins confiance actuellement dans le marché et dans l'économie. Donc de plus en plus d'Américains, de moins en moins d'Américains qui ont du travail et donc moins de pouvoir d'achat et en plus moins de confiance dans l'économie, c'est les Américains qui sont moins amènes de dépenser leur pouvoir d'achat, d'utiliser leur pouvoir d'achat et donc qui ne participeraient plus à un rebond de l'inflation. Par contre, si jamais on est amené à voir des estimations qui nous montrent l'inverse, donc par exemple finalement des créations d'emplois dans le secteur agricole plus élevées que prévu, un salaire horaire moyen qui augmente ou à l'inverse un taux de chômage qui diminue, alors là ça pourrait être totalement l'inverse et on pourrait voir le dollar américain directement repartir à la hausse. Vous comprenez aussi pourquoi tout à l'heure je vous disais que ça pouvait avoir un impact sur BTC, car si jamais justement on a plutôt le scénario d'un DXY qui viendrait respirer plus bas, alors ça pourrait donner de l'air en fait si vous voulez aux classes d'actifs risqués et donc tout particulièrement à Bitcoin. D'accord? Ça va être très important de le comprendre les amis. Maintenant, d'un point de vue technique sur les marchés, qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Globalement, toujours la même chose, on continue de travailler à la vente le CAC, le DAX et le FTSE, sur lequel on surveille attentivement la situation puisqu'il est potentiellement en train de casser la structure précédente, ce qui nous amènerait peut-être à un deuxième SL cette semaine. Je vous montrerai l'autre tout à l'heure qui a été sur les matières premières. Alors deuxième SL, évidemment à côté de 5-6 TP, hein, donc on est sur une très belle semaine, mais ça je vous l'expliquerai plutôt dimanche. Donc le FTSE en observation, soit en fait on va valider la cassure de cette structure et dans ce cas là il faudra clôturer sa position, soit on va être rejeté et à la limite du coup ce qu'on pourrait peut-être faire c'est une deuxième entrée pour tirer notre average price vers le haut et aller chercher ensuite nos objectifs. On continue aussi de travailler le Nasdaq à la vente, pas de changement de ce point de vue là. Le S&P 500, rien, actuellement je le garde en observation mais je ne suis pas en position. Et je réfléchis par contre à une éventualité de reprise en short sur le Dow Jones, d'accord, avec ici un scénario 4 heures. Il y a deux belles zones à récupérer. La première ici, qui est une zone de liquidité basique, une buy side, et une deuxième sur cette zone de polarité en 4 heures qui intervient parfaitement dans la FVG 4 heures que vous voyez ici. Et d'ailleurs, si en plus de ça, on trace un Fibo sur cette impulsion baissière, eh bien on voit que ces niveaux-là, ils sont pile poil entre les 0,5 et les 0,618 de Fibo. Donc on a une zone vraiment d'intérêt très intéressante pour aller chercher de la continuation baissière si on a toutes les confirmations techniques sur le cours du Dow. Ok ?
Ça, c'était pour les indices. Du côté du Forex, pas de changement sur Euro-USD, d'accord, qui revient actuellement sur nos prix d'entrée. Donc là, moi, je suis sorti ABE, hein, tout simplement parce que ici, j'avais pris un TP partiel et j'avais profité de ce TP pour remonter mon stop loss à mon prix d'entrée, comme je le fais tout le temps. Donc là, eh ben, retour ABE, donc là, je ne suis plus en position sur l'Euro-USD. Et ça m'arrange, c'est parfait, parce qu'à l'approche du NFP, étant donné qu'on a beaucoup d'incertitudes sur le dollar, je préfère ne pas être exposé sur les paires qui vont être directement concernées justement par le dollar. C'est la raison pour laquelle aussi, le scénario que je vous avais partagé hier sur USD-CHF, je ne compte pas le prendre parce que à nouveau, on a trop d'incertitudes sur le dollar. Donc, comme je l'avais fait un petit peu ces dernières semaines, je prends mes distances avec les classes d'actifs qui sont justement directement concernées par la volatilité du dollar américain. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Pour la partie matière première, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a donc été stop loss sur le pétrole. Dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner toutes nos positions comme je vous l'ai déjà expliqué. Alors, comment expliquer cet échec, entre guillemets, même si je ne considère pas qu'un SL est un échec, hein, sûrement pas. Comment expliquer en fait ce comportement? Eh bien, c'est tout simplement le fait que mercredi après-midi, lors de la publication des stocks de pétrole brut justement aux États-Unis, eh ben, on a observé que les stocks américains augmentaient de manière significative, ce qui a immédiatement entraîné un repli, d'accord, malgré une conjoncture macroéconomique et géopolitique qui pouvait plutôt nous laisser penser l'inverse et une reprise haussière étant donné ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., etc. Voilà pour le pétrole. Du côté du gold, pas de changement. Un petit peu comme les paires de devises directement concernées par le dollar, je ne vais pas chercher à me positionner sur l'or aujourd'hui, étant donné qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur le dollar au vu de l'arrivée du rapport NFP. Mais je le surveille quand même. Ce qui me laisserait éventuellement envisager une prise de position, c'est si on a une vraie cassure d'une de ces deux zones de polarité qui me permettrait de repartir soit à l'achat, soit à la vente. Mais pour le moment, pas de confirmation, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, on gardera ça probablement plutôt pour la semaine prochaine. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les matières premières et plus globalement sur l'ensemble des marchés. On arrive donc actuellement au terme de cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera donc cet après-midi en live à 14h15 pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Et vous aurez un live avec Théo à 18h qui reviendra sur les actualités de cette fin de semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me poser vos questions. Comme je vous l'ai expliqué, notre e-book totalement gratuit est toujours disponible. Je vous invite à le télécharger, vous avez le lien en description et à nous rejoindre directement dans le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup de m'avoir regardé, passez un bon week-end et on se dit à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.